Bonjour et merci d'être là. Donc nous avons 1 heure, donc jusque vers 16 heures, pour cette première table ronde qui a pour thème déconstruire l'inégalité. Alors je commence déjà par présenter rapidement les intervenants. Et en fait, on va procéder sous la forme d'une discussion. Avec nous, Catherine Vidal, neurobiologiste, Gaëlle Octavia, qui est autrice, qui écrit des textes pour le théâtre. Vous êtes ingénieure en télécom et vous avez bifurqué vers le journalisme scientifique. Donc vous pourrez nous parler des 2 univers, celui des maths, des sciences et celui du théâtre. Sophie Deschamps, vice-présidente de la SACD, et Yves Raybaud, géographe. Alors que viennent faire un géographe et une neurobiologiste dans une table ronde sur la place des femmes dans la culture? Eh bien, l'idée, c'était justement d'explorer d'autres territoires pour justement aller voir où se nichent ces mécanismes de résistance. Et on va commencer avec vous, Catherine Vidal, puisque vous passez beaucoup de temps à expliquer que non, quand on entend certaines personnes qui disent « Ah bah oui, les femmes et les hommes n'ont pas la même place, les mêmes postes et la même place dans les postes à responsabilité », voilà, certains avancent des arguments, on va dire, naturalistes, selon lesquels les hommes et les femmes seraient fondamentalement différents. Et vous passez beaucoup de temps à expliquer que le cerveau des hommes et des femmes n'est pas défini à la naissance, qu'il y a des travaux qui montrent qu'il y a une plasticité cérébrale. Et il nous est apparu important de vous entendre à ce sujet. Et je crois aussi qu'il y a pas mal de résistance dans le milieu scientifique quand on fait part de ces travaux qui montrent que les choses ne sont pas données dès la naissance. Donc je vous laisse. On peut déjà commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces travaux et de cette résistance ? Oui, je crois que c'est un aspect très important dans les débats qui ont lieu, y compris à l'heure actuelle, qui font qu'il y a des freins à l'égalité. Un aspect très important est justement la persistance des idées essentialistes, naturalistes, qui laisseraient croire que l'ordre social, qui assigne des rôles différents aux femmes et aux hommes, soit le reflet d'un ordre biologique naturel. Comme on l'a tous et toutes déjà, hélas, on en a tous fait l'expérience, l'argument de la nature revient régulièrement, justement comme argument contre l'égalité, qui n'a pas entendu dire que quand même, les femmes et les hommes, c'est pas pareil, les femmes, elles font des enfants, c'est pour ça qu'elles sont plus sensibles, empathiques, attentives aux autres, tandis que les hommes, dès le départ, ils sont nés pour la bagarre, la compétition, et ils sont bons dans les sciences et les techniques. Donc ces idées naturalistes, qu'on entend toujours au XXIe siècle, en fait, elles laissent croire que dès le départ, à la naissance, les cerveaux des petites filles et des garçons seraient câblés différemment, ce qui expliquerait qu'ils aient ensuite des aptitudes et des comportements différents, lesquels ensuite expliqueraient les différences dans l'orientation scolaire, professionnelle et dans différents aspects de la vie privée et sociale. Alors il faut bien voir que ces idées-là, qui sont toujours très prégnantes, sont en totale contradiction avec la réalité de nos connaissances en neurosciences, avec en particulier toutes les nouvelles études qui ont été faites sur le développement du cerveau humain et sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire cette capacité du cerveau humain à fabriquer sans arrêt des nouvelles connexions entre les neurones en fonction des expériences de vie et des apprentissages. Donc, l'idée qu'on avait il y a encore 50 ans qui laisserait croire que justement les cerveaux seraient programmés depuis la naissance et que tous les circuits de neurones resteraient figés, eh bien ces idées-là ne sont absolument plus défendables à l'heure actuelle. L'éducation, par exemple, prend une grande place dans la construction du cerveau, l'environnement. Un cerveau ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'interaction avec le monde extérieur. Bon, on sait, hélas, qu'il y a eu des exemples, les enfants qu'on a retrouvés dans les orphelinats de Roumanie,
les quelques récits qu'on a des enfants sauvages étaient des enfants qui avaient tous des retards mentaux très importants et qui étaient incapables de parler. C'est-à-dire que pour que le câblage de nos neurones après la naissance se fasse de façon harmonieuse, il faut que de façon obligatoire, il y ait une interaction avec l'environnement. Et toutes ces interactions vont permettre réellement aux neurones de se connecter les uns avec les autres. Et ce qui est important dans ces nouvelles façons de concevoir le développement et le fonctionnement du cerveau, c'est qu'on dépasse complètement la notion de l'inné et de l'acquis. Avant, on se battait sur des pourcentages. Qu'est-ce qui revient à la nature, qu'est-ce qui revient à la culture? En l'occurrence, les deux sont totalement indissociables, en tout cas dans la construction du cerveau. On va dire que la nature, c'est la capacité des neurones à se connecter entre eux, et la culture, c'est la réalisation effective du câblage. Mais s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de câblage. Donc, un cerveau humain et un être humain ne peut se développer qu'en interaction avec son milieu environnant, qui est un milieu social. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres sociaux et non pas des êtres programmés par nos gènes ou par nos hormones. Alors, vous avez la possibilité de vous exprimer dans de nombreuses conférences, mais vous dites que dans le milieu de la science, ce discours que vous portez est contesté par des travaux antérieurs qui seraient ressortis ou des positions conservatistes. Comment expliquer que malgré les travaux, cette démonstration que vous faites, comment expliquer c'est pas moi qui fais la démonstration, c'est toute la communauté scientifique que vous portez. Voilà. On a toujours tendance à se dire que quand même dans les milieux scientifiques, on peut peut-être avoir un petit peu moins d'idéologie que dans d'autres milieux. Eh bien, pas du tout. Parce que les scientifiques sont des femmes et des hommes comme les autres. Chacun a une histoire, chacun a des convictions intimes. Et dans les débats scientifiques, on retrouve des clivages entre des personnes qui sont un petit peu conservatrices et qui préfèrent privilégier des arguments du déterminisme génétique ou hormonal, alors que d'autres personnes ont des convictions un petit peu plus progressistes et mettent en avant les arguments de la plasticité cérébrale. Et également, justement, je parle de plasticité dans le cerveau, puisque c'est mon domaine, mais on a découvert aussi récemment, maintenant, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que la programmation par les gènes est complètement, elle aussi, on le sait dorénavant de façon bien plus précise, complètement modulée par les interactions avec l'environnement. Donc, plus le temps passe, si j'ose dire, moins les arguments en faveur d'un déterminisme strict de la biologie qui expliquerait soi-disant des différences de comportement entre les femmes et les hommes, plus on accumule des expériences et des études qui montrent justement que c'est d'abord et avant tout l'influence avec l'environnement qui va être la cause majeure qui fait que, bien sûr, il y a des différences entre nous, mais on a aussi des tas de similarités, parce que très souvent on parle des différences et on oublie de parler des similarités. Alors, Gaëlle Octavia, vous qui connaissez bien les milieux à la fois scientifiques et le milieu du théâtre, voilà, vous dites que les deux milieux sont très masculins. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience donc déjà dans les deux milieux? C'est-à-dire que vous dites dans les maths, il y a beaucoup de filles qui font maths sup, évidemment, qu'elles réussissent évidemment aussi bien, et qu'on en retrouve peu ensuite... Alors déjà en maths sup, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est-à-dire que si on suit l'évolution des choses, si on commence dans les petites classes et puis plus on monte, moins il y a de filles. Donc en général à l'école, on a l'air de trouver que les filles sont plutôt meilleures. Jusqu'au lycée, elles ont des bons résultats, elles font des premières S, elles font des terminales S, elles sont plutôt très bonnes. Après, la démarche qui consiste à dire je vais faire des études scientifiques, déjà là on en perd un bon paquet. Alors moi j'étais en maths sup il y a 20 ans, alors j'espère que ça a évolué, mais en tout cas à mon époque, sur 50 élèves on était 10 filles. Et avec, évidemment, alors moi contrairement à Catherine Vidal, je ne suis pas ici en qualité d'experte, je vais plutôt vous rapporter une expérience et des choses que j'ai pu voir
à la fois dans ma propre expérience et aussi en tant que petite souris du monde mathématique, puisque en tant que vulgarisatrice et journaliste scientifique, je suis donc en permanence dans le microcosme mathématique parisien surtout. Donc j'observe et puis j'ai la chance de rencontrer des mathématiciens et des mathématiciennes. Donc j'observe un peu comment les gens parlent de tout ça. Et effectivement, alors il suffit de regarder, tout ça c'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, les résultats au concours général en sciences, par exemple, en maths et en physique. Il y a très peu de filles, il y a peut-être 2 filles sur des listes de 20, 30 personnes. Vous pouvez consulter aussi les résultats à Normal Sup. Sur une promo de 40, il doit y avoir 4 filles ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment des pourcentages très faibles, alors que jusqu'au lycée, elles sont plutôt bonnes, elles sont même plutôt meilleures que les garçons. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des clichés, évidemment. Il y a une idée que la science ne serait pas faite pour les filles ou que les filles ne seraient pas faites pour la science. Le problème qu'on trouve avec les filles très présentes dans les écoles d'art dramatique, voilà. ou diverses écoles artistiques et qu'on ne retrouve pas ensuite. D'ailleurs, les chiffres peuvent être comparables. Alors moi, j'ai découvert là les derniers chiffres en ce qui concerne les autrices, puisque comme je suis autrice dramatique, c'était ce chiffre-là qui m'intéressait. C'est à peu près le même que les chercheuses en maths. Alors c'est à peu près 20%, c'est 21 je crois. Chercheuse en maths, c'est un peu moins de 20. Alors après, selon qu'on aille voir si c'est des maths pures ou des maths appliquées, il y a plus de femmes en maths appliquées, qui est aussi c'est un domaine un tout petit peu moins prestigieux que les maths pures. Alors évidemment, plus on va du côté du prestige, moins on trouve de femmes. Donc voilà. Donc en gros, le chiffre global, c'est 17%. Si on regarde au niveau du CNRS, si on regarde ce qu'on appelle le chargé de recherche, CR, donc il y a à peu près 15% de CR. Alors bizarrement, il y a 20% de DR, donc directrice de recherche. Donc on a l'impression qu'au niveau de CNRS, il y a le plafond de verre, c'est-à-dire celles qui ont réussi à rentrer dans le machin, elles ont finalement pas si mal fait leur chemin. Après, si on regarde les enseignants-chercheurs, donc pas les gens qui sont juste chercheurs, les gens qui font aussi, donc qui sont profs, maîtres de conf, par contre là, on voit clairement un plafond de verre puisque ça tombe entre maître de conf et professeur, ça chute pas mal en fait. Donc c'est plutôt moins que les... Voilà. Mais enfin, globalement, on est en dessous de 20%. Et c'est un chiffre qui est assez stable. Ça n'évolue pas beaucoup depuis quelques années qu'on mesure tout ça. C'est à peu près la même chose. Si on regarde les maths pures, professeurs en maths pures, on tombe à 6%. Voilà. Donc c'est quand même des chiffres assez faibles. Et qui donc ne sont pas... Parce que, alors, par exemple, si on regarde au niveau du doctorat, donc avant tout ça, on est quand même à 30%, ce qui n'est pas la parité, mais... Alors on se dit, qu'est-ce qu'elles sont devenues les autres ? Pourquoi on était à 30% au niveau du doctorat et puis 15% ou 20% quand on arrive à faire des carrières, en fait. Donc on en a perdu en route, quoi. Manifestement, on en perd en route. Alors tout ça, c'est le fruit de pourquoi des filles qui sont très bonnes en terminale ou en première ne vont pas faire des sup. Il y a des phénomènes, alors là pareil, je parle pas, c'est pas le fruit d'études, etc. Je vais vous parler plutôt de mon ressenti. Il y a clairement des phénomènes d'intimidation. Il y a une manière d'être qui est encouragée et qui est contraire à ce qui est encouragé dans le fait d'être une fille. C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit de compète, il faut dire je suis le meilleur, il faut se taper la poitrine. Mais si vous êtes une fille et que vous faites ça, vous n'êtes pas féminine, vous n'êtes pas assez fille, vous sortez de votre rôle. Et c'est difficile pour des filles qui ont envie d'être des filles, qui n'ont pas envie d'être stigmatisées, qui n'ont pas envie de se faire remarquer négativement, d'assumer ce truc, soit une fille, soit à ta place de fille et fais la fille. Et en même temps... Pour réussir là-dedans, il faut avoir ce truc d'auto-motivation parce que ça compte énormément. Parce que quand on arrive en sup, en gros, on est tous bons en maths. Je veux dire, on n'arrive pas en sup si on est mauvais, surtout dans certains lycées parisiens quand même à ses côtés. Donc après, je pense vraiment... moi, je ne crois pas du tout à la biologie, ou très peu. Je crois beaucoup vraiment à l'autosuggestion, aux mécanismes comme ça de suggestion et d'autosuggestion. Beaucoup plus qu'aux aptitudes biologiques ou aux aptitudes de départ innées, etc. Je crois très peu à l'inné. En plus, je sais à peu près... Il n'y a pas à croire. Voilà. Non, mais quand bien même on ne saurait pas...
c'est tellement impossible, vu qu'on est dans un bain culturel depuis la naissance. Je veux dire, ce serait impossible de mesurer tout ça. Donc, permettez-moi oui. Justement, c'est pas parce qu'on n'est pas biologiste oui. qu'on ne peut pas réfléchir à certaines questions qui touchent à la biologie et simplement reprendre à votre compte ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que justement, pour arriver à ne pas plomber les débats, où toujours quelqu'un va dire « Ah mais quand même c'est la nature », à ce moment-là, vous dites à la personne en face de vous « Eh bien, votre point de vue reflète les idées d'il y a 50 ans. » Or, depuis 50 ans, on a fait des progrès considérables dans l'exploration du cerveau, et on sait que maintenant, il y a la plasticité cérébrale. Grâce à l'imagerie cérébrale, grâce à l'IRM, on voit que le cerveau se transforme en permanence en fonction des apprentissages. Donc, vos idées-là, maintenant, n'ont plus cours. Et hop, ça y est, après, on passe à autre chose. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et alors, dans le milieu, encore une fois, moi, je vais plutôt vous parler du milieu mathématique, puisque comment on peut répondre à tout ça? Qu'est-ce qu'on constate, en fait, par exemple, quand on parle avec des mathématiciennes, avec celles qui donc ont passé tous ces filtres, se sont pas laissées intimider. Alors, moi, dans mon métier, je suis plutôt amenée à rencontrer celles qui sont au top niveau. Mais c'est intéressant, même si elles ne sont pas représentatives forcément. C'est vrai que si vous prenez quelqu'un comme Laure Saint-Rémond, qui est une des meilleures mathématiciennes du monde, qui est une des meilleures mathématiciennes françaises, c'est quelqu'un qui a à peu près 40 ans, peut-être 41, 42 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été professeur d'université à 26 ans, qui est rentré à l'Académie des sciences à 38 ans. Bon, voilà. Il y avait un journaliste du Monde qui s'appelle Stéphane Foucard qui avait fait un article sur elle. Et il se trouve qu'il était avec elle en classe de première. Il racontait une anecdote comme ça qu'il avait marquée. Un jour, en classe de première S, donc, le professeur de maths rend sa copie à Laure Saint-Rémond et elle a 14 sur 20. Et c'est stupeur dans les tribunes, c'est un truc, c'est 14 sur... C'est pas possible. Enfin, il s'est passé quelque chose, est-ce qu'elle était malade? Est-ce qu'elle... voilà, c'était pas possible qu'elle ait 14 sur 20 parce qu'elle était abonnée au 20 sur 20. Donc, voilà, c'est un phénomène, Laure Saint-Rémond. Alors moi, je côtoie plutôt des Laure Saint-Rémond et des Sylvia Serfati et des Nalini Anantaraman et des Claire Voisin. Ce qu'on constate quand même, c'est que souvent, elles viennent de familles de scientifiques. Moi, ce que je comprends, alors encore une fois, pas la biologie, ça m'intéresse pas, et j'y crois pas, et j'ai raison, manifestement, mais plutôt l'injonction. C'est-à-dire, il y a l'injonction de la société qui dit « tu ne feras pas de sciences, ma fille, c'est pas fait pour les filles, le cerveau des filles est pas fait pour ça ». Et puis il y a la famille qui dit « nous, chez les Saint-Rémond, on fait des sciences, c'est comme ça ». Et finalement, ce message familial, on fait des sciences, c'est comme ça, il est beaucoup plus audible pour un enfant, donc pour ce que Laure Saint-Rémond a été quand elle était enfant. C'est-à-dire, je pense qu'elle a été bercée de ça. Donc le message de la société qui dit les femmes ne font pas de maths, elle ne l'a tout simplement pas entendu. Et c'est vrai que ces femmes que je rencontre souvent disent moi, j'ai pas rencontré de sexisme. J'ai pas été heurtée au sexisme. Je pense, alors je voudrais pas parler à leur place, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'elles l'ont rencontré. Et d'ailleurs, certaines font un petit peu plus de... elles essaient d'aller un peu au-delà du truc et elles essaient de quand même d'y réfléchir et elles se rendent compte qu'en fait, c'est pas qu'elles l'ont pas rencontré, c'est que ça a glissé sur elles, mais alors, elles s'en sont même pas aperçues. Et je pense que ça, c'est très fort. Donc, alors évidemment, on n'a pas tous la chance de naître dans une famille de scientifiques, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui arrivent à justement inverser ce discours, surtout que la peur, alors je parle vraiment des maths, il y a une phobie des maths qui est présente partout, que tout le monde a, donc en plus, c'est pas, ça va être rare de rencontrer des parents qui vont dire « mais non, tu vas voir, les maths c'est facile, tu peux le faire, etc. » C'est plus compliqué, donc il faut que ce contre-discours, mais qui finalement fonctionne quand il est suffisamment audible, la preuve sur ces femmes-là, qui arrivent du coup très très loin, il faut que quelque part, donc il faut que ça vienne de l'école évidemment, il faut que quelque part les filles entendent un contre-discours. Donc ça c'est vrai en maths et je pense que c'est vrai aussi dans d'autres disciplines, y compris disciplines artistiques. C'est-à-dire il faut évidemment des modèles, il faut montrer des femmes qui l'ont fait avant. Je pense que l'identification, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Et puis,
Je crois qu'il faut que les femmes se fédèrent et se soutiennent. J'ai l'impression, bon, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, même s'il y a des hommes qui sont très conscients de tout ça, et ça aussi en maths, beaucoup plus qu'en théâtre, pour ce qui est de mon expérience personnelle, on croise des hommes qui sont conscients de ces mécanismes et qui sont assez militants. J'en ai pas beaucoup croisé en théâtre, mais bon. En tout cas, qui sont conscients d'une forme de privilège dont ils auraient bénéficié, qui sont prêts à le dire sans se sentir mis en danger. Mais le problème, c'est que c'est vrai que demander aux hommes de renoncer peut-être à un privilège ou de dire, bon, peut-être mon poste, certes, il est dû à mes qualités, mais j'ai peut-être été un peu favorisée par le fait d'être un homme. Je pense que c'est... En tout cas, il ne faut pas attendre que tous les hommes soient prêts à cette remise en question-là. En revanche, je crois quand même beaucoup plus à la nécessité, qui n'est pas du tout effective, des femmes de se coopter, de se soutenir, sans complexe, parce que les hommes le font depuis très longtemps, comme le disait déjà quelqu'un d'autre. Ils le font inconsciemment. Nous, il faudrait qu'on le fasse consciemment. Alors, ça commence à exister, ça existe. Alors, en maths aussi, il y a des initiatives. Bon, on voit, si on regarde encore une fois les chiffres, c'est pas encore, ça se traduit pas encore. Peut-être dans 20 ans, ça se traduira en termes de nombre, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que ça... Et pour l'instant, alors je vais, sans citer de nom, je parlais encore ce midi d'un festival de théâtre auquel j'ai assisté en tant que pure spectatrice cette année, alors que j'aurais voulu y être en tant qu'autrice. Mais voilà, c'est un festival où les équipes... l'équipe organisatrice est extrêmement féminine, elle est peut-être même à 100% féminine, il faudrait vérifier, mais en tout cas elle est très 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 fortement féminisée. La programmation est très très masculine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore, loin de là, chez les femmes qui occupent des fonctions importantes, une conscience qu'il faut se poser ces questions-là et il faut prendre ça en compte quand on fait des programmations, quand on organise des choses. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne suffira pas de faire des quotas de femmes dans les directions, etc. Parce que si elles continuent de reproduire les trucs sexistes, ça, voilà. Alors on a... Donc on a abordé la question des sciences, des maths, et dans le champ que vous étudiez, Yves Rebaud, la géographie, l'espace public, il y a une prépondérance de l'homme, c'est-à-dire à la fois l'espace public, la place de l'homme dans l'espace public, et y compris des politiques locales menées par des villes, des communautés urbaines qui, en voulant bien faire, on va dire, en voulant prévenir la violence dans les quartiers ou insuffler, développer des pratiques artistiques, finalement aboutissent à créer des espaces... pratiques urbaines, hip-hop, graphes, etc., qui sont quasiment monopolisées, vous dites, d'après vos recherches, par les hommes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces travaux que vous avez menés, de ces analyses? Oui, je vais peut-être revenir sur quelque chose qui parlera à tout le monde. C'est-à-dire les premières activistes féministes américaines qui dénoncent la ville des hommes, dénoncent le street harassment, le harcèlement de rue. Et elles montrent que c'est pas simplement une activité sociale ordinaire d'hommes mal élevés, mais que c'est un effet systémique de tri des sexes et d'infériorisation des femmes dans l'espace public. Alors elles montrent aussi que ce street harassment, ce harcèlement de rue, il vient en continuité, il est tout à fait légitime en fait, puisqu'il vient en continuité d'autres cultures urbaines illustrées par le cinéma, mais qu'on voit aussi à travers la publicité, les arts et les sports urbains, etc., qui finalement imposent ce tri des sexes. Et donc, elle montre que cette violence de la ville et aussi cette détermination de culture masculine hégémonique à remplir cette ville. Alors, parallèlement, on a aussi des travaux de géographes féministes, et ça, c'est encore plus intéressant, qui montrent comment les sciences de l'espace, géographie, aménagement, urbanisme, sont des sciences masculinistes, et comment elles procèdent, c'est-à-dire... l'homme géographe blanc depuis très longtemps fonctionne par surplomb, approche surplombante du territoire, par arpentage et puis par appropriation. Et donc on voit cet œil du géographe qui est aussi cet œil de l'urbaniste qui neutralise les corps dans la ville et a une approche effectivement d'appropriation de l'espace. Alors
les géographes féministes leur proposent une approche du terrain. Elles s'interrogent d'ailleurs sur cette question, à savoir, elles disent que c'est des expériences congruentes des femmes, mais que le terrain des géographes femmes envisage d'autres choses par lesquelles l'empathie, notamment la présence de tous les autres, tous les hommes qui sont pas, selon le mot de Lévi-Strauss, partis à la chasse. Vous savez, tout le village était parti à la chasse, sauf les femmes. Donc là, tous les autres sont là sur place, et c'est tous les autres qu'explorent les géographes féministes. Alors, cette réflexion sur les sciences masculinistes de l'espace, je l'ai rencontrée, vous avez raison, sur au moins 2 corpus de recherche. Le premier qui sont les sports urbains, et puis les cultures urbaines en général, à tel point c'est d'une force qui est assez violente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est inconcevable pour un urbaniste de ne pas mettre un espace central masculin autour d'un nouveau quartier, sous forme de skatepark ou de city-stade, ou d'imaginer une ville sans grand stade. Donc on voit bien à quel point ce formatage, et qui atteint également les élèves d'école d'urbanisme d'architecture, quel que soit leur sexe, est fort sur cette manière de voir la ville. Et puis aussi, parallèlement, sur les cultures urbaines, tout ce qu'on appelle la créativité des cultures urbaines, dont au départ on aurait pu penser que c'était quelque chose qui innove, qui relance finalement à partir d'une vision de banlieue, une culture bourgeoise centre-ville, sont simplement du recyclage de cultures masculines. C'est-à-dire il n'y a pas d'art urbain aujourd'hui qui ne soit pas finalement un art purement masculin, même si le hip-hop, la danse hip-hop a connu une évolution un peu féminine, puisque c'était l'art des filles aussi, la danse, ça reste quand même que vous preniez le graphe, les musiques actuelles, mais aussi des sports urbains, le parcours, pour prendre les plus récents, le body art, sont entièrement des productions masculines qui donnent à voir finalement le masculin dans la ville. Et donc, du coup, ces cultures toujours recréées sont un empêchement renouvelé aux pratiques ordinaires de la ville par les femmes. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, vous dites qu'il y a une façon de remettre chacun à sa place. C'est-à-dire que des urbanistes vont réfléchir à des lieux qu'ils dédient par avance à des hommes, en se disant que les hommes ont envie de faire ce genre de sport, et que pour les femmes, d'une certaine manière, il y a les parcs, il y a les endroits davantage auxquels on pense davantage pour les femmes. Il y a une sorte inconsciemment chez les urbanistes de concevoir l'espace public par rapport à des idées reçues sur les hommes et les femmes. Ça, c'est une ville éducative qui est faite pour la séparation des sexes et pour l'utilité des sexes. C'est-à-dire que, dès la 6e, les petites filles décrochent de l'espace public. On les encourage pas d'ailleurs tellement à y aller parce que, effectivement, dans les entretiens qu'on fait avec elles, elles disent avant j'allais au basket, mais maman veut pas que j'aille parce qu'elle a peur. Maintenant, elle me dit que je suis grande. Ou bien une autre qui dit avant je jouais en bas, mais maintenant j'ai des formes, c'est plus possible. Donc on voit bien la pression sur le corps des femmes et qui se traduit par des filles qui font moins de sport, moins de vélo, moins de pratiques artistiques ou des pratiques artistiques plus stéréotypées. Et parallèlement, on voit aussi comment les normes de genre atteignent, notamment dans la culture, la valeur, on pourrait dire la valence différentielle des sexes, des activités. C'est-à-dire rock, rap, techno, hip-hop, ça c'est important socialement, c'est les jeunes, etc. Twirling bâton, natation synchronisée, c'est ringard, ridicule. L'équitation, on la taxe à plus de 20% de TVA, alors que c'est un sport de filles. Le mondial de football, on lui enlève 20% de TVA parce que c'est effectivement, on ne dit pas que c'est un sport de garçon. Donc on voit bien qu'à tous les niveaux, la sexuation des pratiques dévalorise les pratiques des femmes et valorise les pratiques des hommes. Et en plus, ça se passe d'une façon invisible, et du coup, avec cette formidable capacité que nous avons, nous les hommes, de dire que nos nouvelles formes d'expression sont absolument géniales et universelles. Donc c'est très difficile de résister contre ce savoir-faire technologique des hommes et des jeunes garçons sur la valorisation de leur propre culture. Et ça signifie que certains élus locaux ont intégré, ou en tout cas inconsciemment, vont soutenir plus spontanément, en tout cas seront beaucoup plus enclins à voter un budget en faveur de ces disciplines plutôt que de donner comme vous dites, à la natation synchronisée ou à d'autres activités jugées moins emblématiques, moins valorisantes politiquement. Alors, on peut donner l'exemple de bonnes pratiques. Il y a des pays, des villes, qui sont faites, mais d'abord peut-être aussi des préjugés. Par exemple, une élue, une adjointe au sport et à la culture d'une ville qui me dit, quand justement il y a un problème de subventionnement d'une association de twirling bâton, les majorettes, vous connaissez peut-être, et qui dit mais c'est pas cette image-là de la femme que nous voulons valoriser, et donc elle préférait valoriser des filles dans le football ou le rugby. Vous voyez, donc là aussi on voit bien comment se joue de façon
de façon systématique la dévalorisation des pratiques féminines. Et après, sur les bonnes pratiques, eh bien, on a des villes. Alors en France, certaines grandes villes, Bordeaux et Paris, sont en train de faire un gros travail sur femmes et sport, mais peut-être aussi sur la culture. En tout cas, la maire de Paris s'y est engagée, mais on peut voir dans une commune comme Aubervilliers comment on peut arriver à la parité dans les loisirs des garçons et des filles en approchant par le gender budgeting, c'est-à-dire en regardant chaque euro qui est donné aux filles et aux garçons dans les activités de loisirs, et que ce travail fait avec les enfants eh bien, participe certainement à créer une plus grande aisance des jeunes filles dans l'espace public. Je dis des jeunes filles et de tous les autres, bien sûr, puisqu'il s'agit de cultures masculines hétéronormatives qui sont également homophobes. Et voilà. Magnifique. Alors, avec vous, Sophie Deschamps, donc on va se rapprocher entrer dans le sujet sur la culture et des derniers chiffres dont on dispose sur la place des femmes, que ce soit dans le cinéma, le spectacle vivant, des chiffres qui ont finalement assez peu bougé depuis 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un aperçu extrêmement intéressant dans ce que vous avez dit là, c'est la preuve par A plus B du machisme d'État. C'est vraiment ça. C'est ça. Il faut vraiment arrêter ce machisme d'État, obliger nos politiques, merci d'être présents, à prendre des mesures drastiques, urgentes. Alors après, on va pas les appeler quotas parce que c'est comme si on chiait sur le plateau. Donc on va oublier ce mot quota qui est très vulgaire, qu'on ne peut jamais employer. Mais tout à l'heure, il a été évoqué que la culture était féminine. Mais pas du tout, pas du tout. La culture, c'est exactement ce que vous décrivez dans la ville. Comme nous sommes dans des budgets de l'État, la culture est aussi... est aux mains des hommes, exactement comme la ville, exactement. Il n'y a aucune différence à cela. Donc, je ne suis ni scientifique ni mathématicienne, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Parce que, comme disait Reine Pratt, les droits octroyés ne vaudront jamais les droits conquis, que nous allons écrire au fronton à côté de Molière, Racine, et Marivaux et Beaumarchais. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la justice dans une société, et c'est une justice... Ça fait 5 ans qu'à la SACD, nous avons produit ces études-là. Donc, ça fait depuis 2 ans maintenant que le ministère, enfin, a fait aussi des études, le laboratoire pour les hommes et les femmes. Mais le bilan que nous avons fait cette année dans cette brochure qui est sortie de l'imprimerie vendredi, donc j'en ai amené quelques-unes pour vous, mais elles ne sont pas encore publiques. Mais voilà, donc si vous en voulez, il y en a là. Le bilan est une catastrophe. Il y a 52% des étudiants sont des étudiantes dans les écoles de spectacle vivant. Et là, quand je parle d'écoles de spectacle vivant, je parle d'écoles où il y a des concours très difficiles, que ce soit en musique, que ce soit pour les comédiennes, les metteurs en scène. Ce sont des écoles d'État à grands concours, genre la Fémis, tout ça. Il faut quand même être sacrément bon pour entrer là-dedans. Je ne parle même pas des musiciennes qui commencent à 6 ans. Bon. Résultat des cours, si 50% des élèves sont des étudiantes, à l'arrivée, dans les programmations, nous avons comme bilan durant ces 5 ans 1% de compositrices programmées. Nous avons 4% de chefs d'orchestre féminines programmés. 5% de librettistes femmes ont pu écrire un livret d'opéra. Ce n'est pas qu'elles n'écrivent pas, c'est qu'on ne leur prend pas leurs œuvres. 21% d'autrices, c'est invraisemblable, ont été jouées. 21%. Vous imaginez, mais c'est incroyable. Après, les solistes instrumentistes, comme effectivement les concours sont derrière des paravents, sont rentrés à 23% dans les orchestres. Mais c'est seulement 23%. Les metteuses en scène ont été programmées à 27% et les chorégraphes à 37%. Sur les directions, donc là nous parlons bien d'argent public, d'argent de nos impôts, hommes et femmes réunis. Il y a 12% de directrices dans les théâtres nationaux, 18% dans les centres chorégraphiques, 11% dans les maisons d'opéra, 20% dans les CDN et 28% les scènes nationales. Donc, nous sommes dans tous les chiffres en dessous
du seuil d'invisibilité que disait Ren Pratt, qui disait qu'en dessous de 33% dans les chiffres, les femmes sont dans l'invisibilité. Or, nous nous rendons compte qu'en 2016, tous les chiffres sont dans l'invisibilité. Alors maintenant, dans les programmations des théâtres nationaux, ceux qui ont le plus de pognon, un seul a atteint le chiffre des 30%, c'est le théâtre de Chaillot. Sinon, l'Odéon est à 19%, parce que cette année, ils ont envie de programmer quelques femmes, parce qu'ils sont quand même pris la barbe, parce que ça commençait à suffire. Et dans les centres dramatiques nationaux, ils sont, à part 3, ils sont tous en dessous du seuil. Je ne parle pas des orchestres nationaux, où là, aucune structure n'atteint ce seuil et on est à un seuil de programmation des femmes de l'ordre de 9 à 12%. Dans les opéras, c'est pareil. À part l'Opéra de Lille, où nous allons lui dresser une statue, tous les autres, ils sont 19 maisons d'opéra, tout est en dessous du seuil et très, très en dessous, puisque le Théâtre des Champs-Élysées, c'est 7%, l'Opéra national de Paris, 9%. Voilà. Alors, dans l'audiovisuel, il y a eu un grand changement, c'est-à-dire qu'il y a eu une arrivée massive de femmes dans des postes de direction d'audiovisuel, notamment à France Télévisions, Arte. Bon, il y a des femmes. Mais pour les réalisatrices, ça ne s'arrange pas du tout. C'est-à-dire qu'en télévision, il y a, je crois que c'est... attendez que je vois, mais voilà. En télévision, c'est 10%. 12% de femmes ont pu réaliser. Ce n'est pas qu'elles sont moins que les hommes, c'est qu'elles ne travaillent pas. C'est qu'on ne prend pas leurs films, sauf si elles ont aussi le talent d'écrire et de réaliser. Vous qui, j'imagine, avez la télévision, en tout cas une partie d'entre vous, nous avons des polars à peu près tous les soirs, mais tous les soirs sur une chaîne de télévision. Eh bien, qui a dit, est-ce la nature qui a dit qu'une femme était incapable de réaliser un polar? Non, ce sont ces crétins qui nous gouvernent. Donc, il faut quand même arrêter ça. Il faut arrêter ça. Sinon, il faut que le gouvernement soit logique. S'il y a 1% des compositrices qui peut travailler dans sa vie, dans ce cas-là, il faut admettre 1% de filles dans les écoles. Et c'est des écoles d'État. S'il n'y a que 30% d'autrices qui peut-être travailleront entre le scénario et le théâtre, eh bien mettez 70% d'élèves mecs à la Fémis. Ne mentons pas aux jeunes, ne disons pas aux filles, vous rentrez à 50% et c'est les garçons qui travailleront à 75%. Il y a un moment donné où l'État doit prendre ses responsabilités et non pas faire des quotas, ce serait dégoûtant, mais faire une progression obligatoire. Donc nous, on a un petit peu réfléchi quand même, parce qu'on a bien vu, parce que ça a été voté en juin 2015 au comité ministériel dont vous parliez tout à l'heure. Donc nous, ça fait quand même quelques années qu'on a ce comité ministériel où il y avait vraiment une hostilité absolue à voter des chiffres de progression obligatoires. Et en juin 2015, ça s'est voté à l'unanimité. Dans ce comité ministériel, dont j'ai l'honneur de faire partie, il y a des gens de théâtre, il y a tout l'audiovisuel, il y a vraiment des gens qui réfléchissent à cette question. Et donc, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait pendant 3 ans, d'une manière obligatoire et par secteur, une augmentation de 5% par an, c'est-à-dire, attendez, une remontée des chiffres obligatoires, parce que pour l'instant, on n'a pas de remontée des chiffres, et particulièrement chez les actrices, l'ADAMI se garde bien de faire une étude genrée. Donc, c'est une augmentation des chiffres de 5% par an pendant 3 ans dans chaque secteur, pour obtenir en 3 ans une augmentation obligatoire de 15%. Ceci qui permettrait de sortir de l'invisibilité, sauf évidemment les compositrices, qui passeraient à 16%, mais ça serait déjà pas mal. Donc vraiment, s'il vous plaît, reliez ça, essayons que l'État qui nous gouverne actuellement, les collectivités territoriales, tous fassent une obligation d'augmentation de 5% par an dans chaque secteur pendant 3 ans, et ceci est un minimum vital pour les femmes. Alors, est-ce que le ministère de la Culture s'est prononcé par rapport à ce vote, vous dites unanime? Le ministère de la Culture, c'est formidable. Nous avons commencé avec Aurélie Filippetti. Ça a été voté avec Fleur Pellerin. Maintenant, nous avons Audrey Azoulay. Donc, si vous voulez, le ministère de la Culture est dans une grande stabilité.
et n'a imposé rien du tout. C'est-à-dire que depuis 2015, il s'est juste rien passé sur ce niveau, à ce niveau-là. Ça a été voté, mais non appliqué. C'est pour ça qu'il faut demander. Ça n'est pas de la faute. Je n'accuserai pas la ministre, qui sont des ministres donc féminines depuis. Voilà, et qui ont une réticence vraiment et qui ont pris de tels scuds. Aurélie Filippetti a pris de tels scuds que je comprends que Fleur Pellerin ait un peu hésité. Il y a eu ce vote 2 mois après, elle était virée. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué actuellement pour les ministres de prendre un sujet en main, puisqu'elles sont sur une plante savonneuse, elles éjectent au bout de 2 ans. Or, c'est du travail qui serait à long terme. Donc, c'est nous, société civile, qui devons exiger que le ministère de la Culture, quel que soit le ou la ministre, respecte les engagements d'un comité ministériel. Si on nous a fait travailler pendant plusieurs années, nous, on ne gagne pas notre vie, nous, au ministère. On n'est pas fonctionnaire. Moi, je suis auteur. Donc, c'est des heures de travail où moi, je ne gagne pas ma vie que je donne à ce ministère. Donc, ce ministère nous fait voter. On obtient au bout de 3 ans le vote et rien. Mais c'est quoi un engagement de l'État? Donc, si les promesses... Bon, les promesses électorales ne sont jamais tenues, d'accord. Mais si les promesses faites par un ministre à un comité ministériel après un vote ne donnent rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, où on va? Nulle part. Dans 50 ans, on sera toujours dans les mêmes débats en train de se dire « Elles sont où les femmes? Nulle part ». Non, elles sont là, elles sont majoritaires. Nous voulons une place à 50% dans notre société. C'est un peu ce qui s'est passé... C'est ce qui s'est passé en 2000 dans le champ politique avec la loi sur la parité. Alors sans chercher l'équivalence des formes, en tout cas en 2000, un gouvernement a fait voter une loi pour instaurer la parité dans les conseils municipaux, les assemblées régionales, des amendes pour les législatives, pour les partis qui vous ne avez vu le respectaient pas la débat parité. des Républicains que nous avons tous vu l'autre jour à la télévision. Donc il y avait une fille en rouge, une seule. Samedi soir, je rentre un peu tard et je regarde Laurent Ruquier. Il y avait une fille en rouge, c'était la présentatrice. 0 femme invitée. 0 femme artiste invitée, ou auteur ou actrice. C'est-à-dire qu'on en est à un truc invraisemblable. Il y a une nana qui s'est glissée entre tous ces mastodontes vendredi là pour le débat LR. Et dans les débats sur l'art, dans une émission comme Laurent Ruquier, 0 femme invitée. Je veux dire, il y a un moment donné, tweeter, surveiller ça, envoyer mais vraiment 1000 tweets quand ça arrive, obligez-les à réaliser qu'ils sont ridicules. Ils sont ridicules. C'est-à-dire que quand on voit ça, c'est ridicule. Le CSA s'en occupe. Le CSA, non. Alors là, vraiment, il y a une surveillance. Sylvie Pierre Brossolette, elle se bat comme une lionne, mais pareil, c'est très compliqué parce qu'elle a été remise en cause, envoyée dans ses filets et tout ça. On n'est pas assez, hommes et femmes, à soutenir les gens qui ont le pouvoir d'agir. Et vraiment, il faut le faire. Venez au conseil municipal de Lyon entendre les interventions des Républicains et d'une partie de l'UDI sur l'égalité femmes-hommes. Et bien, qui passe à la télé, parce que pour l'instant, ils sont inaudibles. Et malheureusement, je n'habite pas Lyon. Alors justement, il y a peut-être des questions dans la salle. Vous avez des gros machos dans le... Allez-y. Oui. Et des femmes qui soutiennent les gros machos. Oui, mais ça, c'est normal. Le jour où elles ont reçu 1000 tweets... Tweetez, allez-y, servez-vous de vos Facebook, de tout ça. Empêchez qu'on continue à considérer les femmes à la cuisine. Ça suffit, ça. Alors, il y a des micros qui peuvent circuler. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a quelques minutes. On peut les faire passer. Non, j'en ai pas pour tout le monde. J'en ai quelques-unes. Ne les mettez pas dans la presse aujourd'hui ou demain parce que pour l'instant, elles sont juste sorties de l'imprimerie et la SACD n'a pas fait sa conférence de presse. Mais je me suis dit que j'allais vous en apporter. Donc j'en ai quelques-unes pour ceux qui veulent des brochures avec les chiffres des bilans. Alors, des questions? Des mains qui se lèvent? Oui, ici, madame.
Oui, Nicole Bèze, Regard de femme. J'étais médecin généraliste et moi je voulais porter un message d'espoir à notre amie matheuse et puis peut-être à nos amis de la culture. Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé dans les études de médecine ? Moi j'ai commencé en 70 médecine, on était 15% de femmes. Actuellement, les facultés, 70% de femmes, 30% d'hommes. Maintenant, vous allez être dans les 30 à 40 années qui vont venir, vous allez être soignés exclusivement par des femmes médecins, que ce soit à l'hôpital, en cabinet, dans les blocs opératoires, partout. Donc, ce qui s'est fait en médecine va peut-être évoluer vers les maths, puisque en médecine, on arrive avec un bac S. Donc, peut-être elles vont prendre goût aux maths. Ce que je voudrais dire, c'est que quand une profession comme ça se féminise, si on la médiatise suffisamment, ça peut peut-être donner des chances à d'autres professions de se médiatiser, d'évoluer aussi vers un pourcentage de femmes beaucoup plus important. Voilà, donc nous, on a réussi en médecine à être majoritaire et on commence à entendre une injonction de certains hommes qui disent peut-être qu'il faudra des quotas au concours de première année, parce que les femmes donc réussissent à 70% et bientôt ça monte toujours. Donc on va peut-être arriver à 80, 90. Chaque année on prend un petit peu plus. Vidal, vous souhaitez réagir ? Oui, vous soulevez une question intéressante. C'est un sujet complexe. Bon, pourquoi est-ce que tant de jeunes filles s'engagent dans des études de médecine ? C'est déjà parce que ce type de métier correspond aux stéréotypes féminins, de l'attention aux autres, du fait d'être dans ce qu'on appelle le care, qui fait que les femmes sont quelque part bienvenues dans ce type de profession. Bon, il faut voir également que le métier de médecin n'est pas aussi prestigieux qu'il était avant. C'est une profession qui, hélas, a perdu une certaine réputation liée à la réalité qu'on connaît. Enfin, nos sociétés évoluent. Et le fait qu'il y ait tant de femmes est intéressant, d'autant plus qu'être médecin, en particulier à l'hôpital, est quelque chose d'extrêmement prenant dans la vie quotidienne, où il faut faire un sacrifice énorme dans l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et ça ne découragera absolument pas les femmes de le faire. Donc, vous voyez, c'est un sujet complexe, et on ne peut pas dire c'est l'exemple à suivre forcément. L'exemple à suivre, c'est 50% partout, c'est de la mixité partout. Oui, en fait, l'exemple des médecins, c'est quelque chose qui revient, parce qu'évidemment, vous vous doutez que chez les matheux, il y a des réunions, il y a notamment une journée parité qui a lieu tous les 2 ans, où on se pose ce genre de questions. Et c'est vrai que l'exemple de la médecine, qui a été un métier masculin qui est devenu plus féminin, est cité. Alors, c'est peut-être cité comme preuve que les mentalités peuvent changer parce que c'est vrai que la médecine, c'est effectivement le soin aux autres, mais c'est vrai que jusqu'à un certain moment, les femmes qui voulaient soigner les autres, elles devenaient infirmières, elles ne devenaient pas médecins. Donc il y a eu quand même, on peut quand même pas complètement nier le fait qu'il y ait eu une évolution de mentalité, que c'est toujours un exemple qui peut être... voilà. Mais c'est vrai aussi, ce que rappelait Catherine Vidal, que ça correspond, comme par hasard, à un moment où le métier de médecin a moins de prestige dans la société, a un peu perdu de son prestige, a un peu perdu de son attrait. Et évidemment, ça a créé un appel d'air et les filles peuvent s'y engouffrer parce que les hommes désertent, en fait. Bon, voilà, c'est un bilan, c'est en demi-teinte, quoi. Mais en tout cas, ça vient apporter de l'eau au moulin. Des gens qui estiment qu'il n'y a pas de métier foncièrement féminin ou de métier foncièrement masculin, et c'est déjà pas mal que ça soit une preuve de ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet.
Vous aurez le micro si vous voulez poser une question, ce sera plus simple. Je remarquais, on rencontre beaucoup de femmes chez les généralistes, qui sont les mal payés du monde médical, mais on rencontre, pour le moment, on rencontre encore peu de femmes chez les spécialistes et surtout chez les chirurgiens. Et il en est de même pour la magistrature, où il y a énormément de femmes dans la magistrature, parce que ce sont encore des métiers de fonctionnaires, des métiers mal payés. Là où il y a les moins payés, où les salaires sont les plus bas, où les honoraires les plus bas, c'est là où on trouve les femmes. Moi, je voulais revenir sur votre intervention sur la politique et les quotas. Moi, j'étais un peu comme vous sur les quotas en 93, 94. Je ne suis pas forcément pour. C'est vrai que ça touche à des questions après sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord. Mais c'est vrai que si on n'était pas passé par les quotas en politique, jamais vous auriez eu effectivement des femmes. C'est la raison pour laquelle, en tout cas en ce qui me concerne, d'ailleurs, je me souviens même en 95, 96, avant la loi en 97 avec Lionel Jospin, on parlait de 30% au départ dans les partis progressistes. Et on est passé effectivement à 50%. J'ai même le souvenir à une époque dans une commune que je ne citerai pas, où sur 10 postes d'adjoints avant que la loi ne passe, il y avait eu un poste d'adjointe qui avait été, enfin un poste pour une femme qui était adjointe sur les 10 postes. C'est dire l'évolution des choses. Et moi, je crois de plus en plus aujourd'hui, 20 ans après, malheureusement, la loi. Et je pense que l'urgence est dans la loi, effectivement. Et j'étais effarée par les résultats que vous évoquiez, notamment sur la culture, puisque en tant qu'ancienne vice-présidente à la culture, on avait pris effectivement ces questions à bras-le-corps avant 2010 déjà, mais beaucoup à partir de 2010. Et quand je vois les résultats que vous évoquez, c'est vrai qu'il y a une urgence à avancer. Et moi, je suis de plus en plus persuadée qu'il faut passer par des lois, au-delà même des obligations, par des lois. C'est la seule façon d'avancer, d'accélérer le mouvement. Oui, vous avez raison, mais dans le calendrier législatif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est fini déjà le calendrier législatif pour cette mandature, il va falloir attendre qu'un nouveau gouvernement soit élu, se mette en place et tout ça, on perd encore 2 ans. C'est-à-dire que si on ne prend pas des obligations, mais rapides, la loi est généralement tellement en retard sur la vie. C'est ça le problème, c'est qu'on crée des lois qui ont au moins 3-4 ans de retard sur les événements. Donc, par exemple, en Suède, ils l'ont fait. Ils ont mis des quotas sur la culture. Ça s'est passé tout seul. Je veux dire, il n'y a eu aucun problème en Suède. Mais il n'y a aucun problème en Suède sur la parité. Ils sont beaucoup plus en avance que nous. Ce que je crains, moi, par rapport à des lois sur la parité, elles sont là, les lois. Elles ne sont pas appliquées. Donc, ce qu'il faut, c'est des obligations. Parce que sinon, la loi... le calendrier électoral, de toute façon, est très en retard. On a vu, d'ailleurs, chaque fois qu'il a fallu... reprendre des lois pour faire que les nouveaux entrants, par exemple dans le numérique, soient intégrés dans les lois sur le droit d'auteur pour payer les auteurs et tout ça, on voit bien à quel point c'est lent, la machine est atrocement lente. Donc il faut, en revanche, si on fait des obligations, ça peut être demain. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est des obligations immédiates. Ça passerait par quoi? Une circulaire? Enfin, je veux dire, Le ministère de la Culture doit envoyer des obligations, c'est tout. Et c'est tout. Et convaincre les collectivités territoriales d'agir. Parce que c'est là aussi. C'est-à-dire qu'après, si vous voulez, le ministère va dire « Ah, mais non, c'est pas nous, c'est les collectivités territoriales. » Et donc, après, nous, on est dans une espèce de truc de réseau très compliqué qui sont les élus locaux. Donc, à contacter, à convoquer, c'est compliqué. En plus, si vous voulez, on voit bien que se sont créés des liens d'amitié par exemple, entre un directeur qui a eu la responsabilité d'un théâtre local et les élus locaux, se créent des liens d'amitié parce qu'on vit là, parce qu'on est devenus copains. Donc c'est très difficile de dire « Mon chéri, tu dégages, on va mettre une nana ». Très compliqué. Donc, si vous voulez, on voit bien que normalement, vous êtes nommé pour 3 fois 3 ans avec une possibilité de 2 ans de plus. Normalement, aucune nomination, dans la règle du ministère de la Culture, personne ne devrait avoir un théâtre plus de 11 ans. Or, on voit bien... Ah bah t'étais là, je te mets là. Ah bon, hop, je te remets là. Voilà. Et donc on tourne autour de toujours les mêmes. Il n'y a pas, c'est comme si on n'alimentait plus le flux sanguin. C'est-à-dire qu'on s'étouffe, quoi.
On s'étouffe. Et on a une programmation qui est à point de vue masculin, puisqu'on a presque que des théâtres et presque que des metteurs en scène hommes et presque que des auteurs hommes, puisqu'en plus dans le classique, les femmes ont été supprimées de tous les livres. Donc c'est Marivaux, Shakespeare, Molière, 12 Richard III par an. Bon. Alors bon, moi je les ai tous vus, j'adore cette pièce, mais enfin j'en ai marre. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas d'expression du point de vue. Par exemple, c'est ce qu'on disait... Quand on dit les cinéastes, vont dire les cinéastes femmes, mais moi je veux pas, entre un film d'homme et moi, il n'y a pas de différence. Mais bien sûr qu'il y a une différence. Elles ne tournent pas le même scénario. C'est dans ce choix-là, c'est ce qu'elles vont raconter, les femmes. Ça ne sera pas forcément des machins qui explosent, des guerres, des tanks, boum boum, pam pam, et un meurtre à tous les étages. Forcément non plus. Il y a quelque chose de plus féminin. profond, même d'historique. Laissons les femmes diriger des lieux et avoir une liberté de programmation. Parce que c'est là tout le nœud du truc. C'est la programmation, c'est le point de vue sur le monde. On ne peut pas avoir 90% de points de vue masculins dans les programmations du spectacle vivant. C'est complètement anormal. Une femme ne va pas programmer la même chose qu'un garçon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que, Carole, tu vas programmer 12 fois Richard III? Pas du tout. Tu vas programmer des auteurs vivants et beaucoup de femmes. Voilà. C'est bien ce que je dis. Parce que toi, tu as encore le sang qui circule. Vous avez dans les noms, dans les gens qui nous gouvernent dans les théâtres, qui vous gouvernent dans les théâtres, vous avez des gens qui ont des établissements depuis 30 ans. Je veux dire, c'est Ben Ali, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, un peu d'air, un peu de renouveau, un peu de femmes qui viennent diriger les établissements, puis un homme reviendra au même endroit. Je veux dire, il faut que ça circule. Là, les poissons sont étouffés dans le bocal. Et c'est au détriment du public. Car en fait, ce qui est grave, c'est que cet argent-là, c'est de l'argent public pour le public. Que le public soit féminin ou masculin, c'est pour le public. Et c'est à ce public-là qu'on doit donner une programmation à 50-50. Parce que l'argent public ne peut pas aller uniquement à des points de vue masculins pour orienter une pensée qui va à nouveau complètement véhiculer les archaïsmes que ce que vous dites, l'inné, l'acquis, des conneries absolument folles, comme quoi j'aurais un cerveau de fille. Mais mon Dieu, un cerveau de fille, quand on me découpera un jour, je pense que ma cervelle sera la même que la vôtre. Donc, voilà. Donc, non, si vous voulez, c'est ce point de vue-là, c'est-à-dire la philosophie de pourquoi on donne de l'argent à des artistes pour qu'il y ait des œuvres. C'est cette philosophie-là. C'est quoi le point de vue d'un artiste? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut que le public voit des œuvres? C'est parce que ces œuvres-là véhiculent quelque chose qui grandit l'esprit, ou qui fait rire l'esprit, mais en tout cas qui fait quelque chose à l'âme. Les nourritures ne peuvent pas être que terrestres. Cette nourriture de l'esprit, qui soit la distraction, est indispensable à la vie. Or, cette nourriture ne peut pas être uniquement une nourriture masculine. Je voudrais juste, Gaëlle, après on va devoir arrêter. Rebondir très rapidement sur le fait qu'effectivement, pour des questions de justice, quelque part, il faudrait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, mais c'est pas seulement pour les femmes, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument, une idée qu'il faut absolument faire passer, c'est aussi pour l'art. Et alors, c'est Einstein qui disait ça, alors, c'est toujours bien de... Comme il n'est pas tellement contesté, on va en profiter. Lui, Einstein, il a souvent rencontré des femmes scientifiques. Il avait un profond respect. C'était un tyran domestique après à la maison, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans son travail, il avait beaucoup de respect pour les grandes femmes scientifiques qu'il a rencontrées. Il a rencontré Marie Curie, mais il a connu en tout cas les travaux de Marie Curie. Il a rencontré Marie Curie. Il a rencontré Émile Noether, qui était une grande mathématicienne. Il était scandalisé par la manière dont on l'a traitée. Il a rencontré Yvonne Choquet-Bruat, qui est une grande mathématicienne française, qui a été la première à démontrer que il y avait des solutions aux équations d'Einstein, des solutions mathématiques, voilà. Donc il a vu des femmes et il a jamais douté sur le potentiel scientifique des femmes qui était égal à celui des hommes. Et lui, il disait, on peut pas priver la science de la moitié du vivier de génie, quoi, en gros. Et c'est pour la science qu'il trouvait ça très très grave, tout ce qui consistait à exclure les femmes, voilà. Donc c'est pareil pour l'art, c'est pas seulement pour les femmes qu'il faut le faire, c'est pour l'art aussi en fait. Voilà.
Bon, moi, simplement, pour vous dire une citation d'Einstein, il a dit brillamment qu'il était plus difficile de désagréger un stéréotype que de désagréger un atome. Yves Rebaud, Oui, non, c'était juste quelque chose de très concret. Et on sait qu'aussi l'obstacle aux carrières des femmes provient aussi de la violence sexuelle dans les institutions. Et je pense que dans la culture, on n'a pas mis en place assez de cellules de veille contre le harcèlement sexuel dans les théâtres, dans les institutions. Et à mon avis, c'est quelque chose d'urgent. Voilà. merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première table ronde. Et nous allons continuer avec Delphine Naudier.